Qu'est-ce que dit un coach quand il appelle un joueur qu'il veut recruter ? Entraîner Facundo, C'est le tournant de ta carrière, ça ? c'était magnifique. Et quand Rennes te contacte, Honnêtement ? qu'ils éteignent la télé. Honnêtement, oui. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Campo. Très heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, on reçoit un nom que vous avez sollicité. Je suis particulièrement heureux de partager ce nouvel épisode de Campo avec... Francaise, mariée, 2 enfants, bientôt 55 ans. C'est déjà pas mal. Pas de football dans la présentation. On va en parler peut-être un peu après, alors... L'humain est important. Il n'y a pas que le football dans la vie. Hein. Exactement, et on va en parler. On va parler de foot, on va parler de tout ce que les acteurs du football ressentent au quotidien, et puis avec un petit peu de recul aussi, ça va être intéressant. J'ai reçu il y a quelque temps un joueur que tu connais bien, qui s'appelle Jonathan Klaus, et je vais pas faire la même erreur que les fois précédentes. Je lui avais demandé quelles questions on ne vous pose jamais, à vous les joueurs, les entraîneurs, et il m'avait dit, on nous demande jamais ça va ? Mais un vrai, comment ça va ? Donc, pour une fois, je vais commencer par ça. Comment ça va ? Ça va très bien. Alors, juste pour préciser, on me l'a posé une fois ou deux quand même, cette question. Et la première fois on me l'a posée, c'était Titi, c'était Thierry Henry. Je me souviens. Ouais, sur Prime Video, exactement. J'étais au poste commentateur et il était en bas avec toi. Voilà, après un match... où j'étais entraîneur de Lens à l'époque à Monaco, et donc il m'avait posé la question si ça allait. Pour répondre à la question, ça va très bien, ça va très très bien. Parce que je suis aussi entraîneur, je l'ai pas dit dans la présentation. On a failli oublier. Ouais, je suis aussi entraîneur et je suis un entraîneur heureux, au-delà de ce qui va ou de ce qu'on peut améliorer. Je suis un entraîneur heureux. Il y a les liens souvent entre l'homme à la maison, le coach au centre d'entraînement et avec l'équipe. Ça arrive souvent, est-ce que tout tourne autour de toi à la maison ? Beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de choses. On en parlait hier soir, parce que c'était l'anniversaire de mon fils, et puis on évoquait avec les gens qui étaient présents, c'était un petit comité, mais le nombre de déménagements, c'est une chose, et ça marque une famille quand même, les déménagements. Et puis le nombre de fois aussi où ma femme a été amenée à démissionner de ses différents travails à l'époque, et ils n'avaient pas envie de bouger, et puis on bougeait quand même. Donc oui. Ça... Tu leur demandes pas leur avis ? C'est quoi la discussion ? Tu les préviens ? Oui. Ils l'ont lu dans les journaux ? Oui. On leur a dit avant que tu leur dises ? Ils ont vu les rumeurs ? Ces dernières années, oui, parce que... avec les réseaux et avec toutes les infos. Mais avant, j'étais en fin de contrat en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, avant d'intégrer, d'être entraîneur professionnel, d'équipe professionnelle. Les journaux ne suivaient pas, mais il y avait des fois des décisions à prendre. Et en effet, mais j'en ai pris seul des décisions de ce genre, parfois. Seul. Évidemment, tenant au courant la famille, mais quand même en prenant la décision parfois de partir. On marque une petite pause pour évoquer notre partenaire du jour. Dans le foot moderne, tout est mesuré, tout est tracé. Les staffs ont accès à ces données, les kilomètres parcourus, les courses à haute intensité. Ils savent donc exactement ce que le corps d'un joueur a encaissé pendant un match, pendant toute une saison. Ils racontent la vraie histoire d'un joueur, celle que l'œil ne voit pas forcément sur le terrain. Une voiture d'occasion, c'est pareil. Elle a aussi une histoire. Des kilomètres réels et un usage qu'on ne devine pas à l'œil nu. La différence, c'est que dans le football, ces données sont accessibles presque à tous. Mais dans l'achat d'une voiture, pas toujours. Et c'est exactement ce que règle notre partenaire Car Vertical qui vous accompagne sur cet épisode. Par exemple, quelqu'un de mon entourage tombe sur une annonce. Voiture récente, kilométrage bas. Le vendeur est rassurant, la voiture est impeccable à l'œil, parfait. Il signe. Quelques mois après, les problèmes s'accumulent. Usure anormale, pièces qui lâchent, des défauts, obligé de retourner au garage. Verdict, le compteur avait été trafiqué. En fait, la voiture avait absorbé 2 à 3 fois plus de kilomètres que ce qui avait été affiché. S'il avait entré le numéro de série sur Car Vertical, il aurait vu le kilométrage exact pris à chaque fois, à chaque passage, lors d'une révision, lors d'un passage au garage. On vous le redit encore une fois, les chiffres ne mentent pas, encore faut-il y avoir accès.
Avec le code promo Campo, vous avez moins 20%. C'est ça, Carte Verticale. Vous entrez le VIN, c'est le numéro de série, et vous avez accès à toutes les informations, à tout l'historique à propos du véhicule. Accident, kilométrage réel, vol, équipement d'origine. Il y a 900 sources de données dans plus de 30 pays. Ça ne se passe pas qu'en France. Et si le rapport ne révèle rien d'anormal, vous êtes immédiatement remboursé en crédit de rapport. S'il n'y a pas de problème, vous ne payez pas, vous ne payez que quand ça compte. On a un code promo pour vous sur Carte Verticale. Il va s'afficher en description et il va s'afficher aussi sur votre écran. Vous l'avez compris, les chiffres ne mentent pas. Vérifiez-les grâce à Carte Verticale. Encore une fois, merci à Carte Verticale, notre partenaire qui nous accompagne sur cet épisode de Campo. On va pas reprendre tout chronologiquement, on parlera de moments de ta carrière, mais il y a quand même un début à tout ça, et c'est le début commun à tous, c'est le foot amateur. Je suis né dedans. Oui, j'ai été baigné très tôt dedans, suivant mon père. Qui était éducateur, qui était entraîneur-joueur au niveau entre le district et je dirais la R3 aujourd'hui, quoi. C'était la PH. Ouais, c'est ça, exactement. C'est entre la PH, première division de district, promotion d'honneur, deuxième division de district, dans la région d'abord du Havre. Autour du Havre, à quelques kilomètres du Havre, à Manneville-la-Goupil, pour ceux qui connaissent. Et moi, j'ai tous les week-ends, c'était ça, quoi. Tous les dimanches, c'était sur les terrains, et donc tu te doutes bien des terrains de campagne il y a 50 ans, en Normandie. Et moi, c'était ça tout le temps, tous les week-ends. Donc baigner dedans, avec l'odeur du Dolpic. Je sais pas si ça existe toujours, le Dolpic, mais il y a d'autres huiles. Mais l'huile qui chauffe dans le vestiaire. Bien orange, qui brûle. Qui brûlait. Et ça, j'avais cette odeur-là. Ça, je l'ai tout, voilà. Donc, ça a été tous mes week-ends, donc le foot amateur. C'était Madeleine de Proust. Ouais, exactement. Et puis après, après j'ai aussi commencé à jouer petit dans le club de mon village, à Sahur, plus près de Rouen. Et puis après, voilà, il y a eu la carrière. Et mon premier club en tant qu'entraîneur, à la fin de ma carrière de joueur pro, c'était au Stade Mayennais. Voilà, quelques kilomètres de Laval. Et là, c'est ce qu'on appelle entraîneur un peu général, quoi, qui est sur l'école de foot, qui recrute les éducateurs, qui recrute les arbitres aussi, parce que t'as besoin d'arbitres, sinon t'as des problèmes de mutés. Sinon t'as pas de mutés, exactement. Sinon tu peux pas faire jouer. En fait, les mutés, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, chaque année, il y a des joueurs qui changent de club, et quand vous recrutez des joueurs, ils ont le statut de muté. Mais vous n'avez pas le droit d'avoir un certain nombre de mutés sur la feuille de match. Donc, vous pouvez recruter 10 joueurs. Les 10 ne pourront pas jouer ensemble sur la feuille de match parce qu'ils sont mutés, ils ont changé de club. Mais vous pouvez augmenter votre nombre de mutés si dans votre club, vous augmentez votre nombre d'arbitres. Ouais. Donc, il faut recruter les arbitres, pas seulement pour avoir des mutés, parce que c'est bien d'avoir des arbitres dans son club et de les former, mais il y a ce... mais ça, c'est... Donc, voilà. Chaque personne qui a été en charge des éducateurs sait à quel point c'est important de recruter aussi des arbitres. Exactement. Qui vont passer, il faut leur donner l'équipement, parce qu'on peut pas les recruter comme ça. Il y a du mercato des arbitres aussi. Ouais, faut essayer de les accompagner. En tout cas, voilà, ça fait partie des expériences. Tu t'es régalé de vivre ça? Ah ouais, franchement, j'ai cette première expérience, j'ai été 3 ans entraîneur du Stade Mayennais, et cette première expérience, je savais que ça, j'avais toujours ça en tête, mais quand t'es confronté à la réalité, ça m'a tout de suite plu, parce qu'en fait, à la fois t'essaies d'améliorer tes joueurs, ton équipe, mais en même temps, c'est un club en entier, quoi. Et donc on revient aux relations humaines. T'as gardé ce contact-là? Ouais. Pourtant je suis parti il y a 20 ans. Ouais. Voilà, il y a 20 ans. Ouais. Donc c'était bon moment. Très bon moment. Après, ça s'accélère un petit peu, où tu arrives dans une autre dimension. Quand tu pars du Stade Mayennais, c'est un peu... je arrive au Stade Rennais, d'ailleurs. Donc là, tu arrives dans un club pro. Ouais. Tu es avec les jeunes, au centre de formation. Ouais. T'es plus avec les seniors, mais t'es dans une structure professionnelle. C'est une autre dimension. Là, du monde pro. Hein. Oui, non, c'est évidemment totalement différent. C'est-à-dire que là, j'avais pu recruter les arbitres. Ouais. C'est le beau symbole. Voilà, ma tâche, elle était
elle était plus précise avec les autres éducateurs de la formation, d'essayer de faire progresser les jeunes joueurs, de faire progresser l'équipe, mais de faire progresser les joueurs, parce que l'objectif derrière, c'est évidemment qu'il y ait un maximum qui soient des joueurs professionnels de football. On s'éclate un peu, avec cette matière, entre guillemets. C'est se dire, là, on peut les faire jouer, on peut essayer d'imaginer des choses. Oui, c'est vrai. T'as croisé qui comme joueur, par exemple, sur... Pour vous donner, j'ai eu au téléphone aujourd'hui, hier, et de nouveau aujourd'hui, Timoué Bakayoko. Voilà, qui cherche à s'entraîner un peu sur la fin de saison parce qu'il va repartir sur un projet, mais là son contrat en Grèce, ça s'est arrêté en janvier, donc voilà. Donc il va faire comme d'autres anciens joueurs de la formation du Stade Rennais, il va venir pendant 2 mois, je pense, s'entraîner avec le groupe Espoir pour lui. Mais en même temps, c'est ce qu'on s'est dit, c'est qu'il va aussi apporter aux jeunes. C'est bien partager avec un joueur comme ça. Exactement, apporter aux plus jeunes du groupe Espoir, qui sont garçons qui sont nés la plupart entre 2006 et 2008, toute son expérience. Il a été 6 ou 7 ans au Stade Rennais, et voilà, je pense que c'est bien d'avoir des exemples comme ça, mais il y a Wesley Saïd, Yacine Brahimi, Yann Mvila, il y a tellement de joueurs qui ont été formés. Ces joueurs-là, au Stade tu Rennais. savais qu'ils allaient être pros? Quand j'arrive au club à Rennes en 2006, un des premiers entraînements, il y a Yacine Brahimi qui était arrivé, et moi de temps en temps je me mettais dans les séances avec certains éducateurs et j'étais pas très vieux encore, j'avais 35 ans, et quand j'ai vu ce jeune-là de 16 ans, et après Yann Mvila, tu te dis bon, normalement, même si j'avais une connaissance de la formation qui est encore réduite, et c'était des joueurs de 16 ans, mais je me dis on se disait que normalement c'est des joueurs qui devaient faire une très belle carrière. Qu'est-ce qui te sert de repère? C'est la qualité technique, c'est la réflexion autour du jeu, c'est l'impact physique peut-être pour un joueur comme Yann Mvila, parce que Yacine Brahimi c'était pas le joueur le plus costaud de la génération certainement, mais il avait d'autres choses. Chacun avait un ou des points extrêmement forts. Extrêmement fort. On doit renforcer ses points forts ou travailler ses points faibles, améliorer ses points faibles. Tu passes toujours avec tes points forts, je pense. Voilà. Plus tu montes tes points forts, plus tu esquives tes points faibles. Si t'es pas bête. Mais tu passes toujours. Pour moi, c'est tes points forts qui. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut s'attacher. Si à un moment Yacine vous lui demandez d'arrêter de dribbler. C'est juste après, donc peut-être dans quelle zone, à quel moment, peut-être de temps en temps à choisir, peut-être une fois ou deux dans le match, mais ça il a appris tout seul. Mais voilà, cette capacité d'élimination qui était absolument dingue. Il fallait la garder, et il fallait la renforcer, il fallait qu'il continue à la développer, qu'il continue à prendre confiance. Mais non, faut essayer de renforcer. Nous, les éducateurs, faut renforcer leurs points forts et essayer de pas faire trop de bêtises. Et surtout de leur laisser la liberté déjà de jouer, avant tout, déjà, et puis de rater, pas bien grave, au final, surtout dans les petites catégories, quand ils sont bien jeunes. De toute façon, c'est les échecs qui font les réussites. Même chez les pros? Partout. Il y a rarement des gens qui réussissent tout du premier coup. Toi, t'as réussi du premier coup à monter en Ligue 1 quand même. Non, pas du premier coup, ça faisait 17 ans ou 18 ans que j'entraînais. Bien joué. Donc, t'as raison. Pas du premier coup. C'est vrai, c'est pas du premier coup au final. Non. Il a fallu faire des maintiens en CFA2. C'est vrai. Ça participe pas à ses échecs, mais à apprendre. On réussit pas tout. C'est vrai qu'il y a eu 17 ans avant. Nous, on a la partie émergée, la fameuse partie émergée de l'iceberg, cette fameuse année avec le Racing Club de Lens. C'est le tournant de ta carrière, ça? On est en 2020?
c'est l'année Covid. Ouais, c'est ça. On est en 2020. Puis voilà, j'arrive en cours de saison. Philippe qui est l'entraîneur, Philippe Montagnier, oui. En Ligue 2. En Ligue 2. Et l'équipe, elle est troisième, hein, donc mais il y en a que 2 qui montent. Et puis en fait, je crois qu'il restait 12 matchs. En fait, on en fait que 2. On en fait que 2. Et, on voulait gagner les 2. Voilà. Fallait gagner les 2, par contre. Fallait gagner les 2. Mais tu savais pas que ça allait s'arrêter. Non, voilà. Je savais pas du tout. On a gagné les 2 en décalé parce qu'à chaque fois on jouait le lundi. Voilà, pour ça que je suis un usurpateur en fait. Gagner 2 matchs et la carrière elle est lancée au plus haut niveau. C'est comme ça. Il faut avoir un peu de réussite aussi dans la vie. C'est pas de la chance. La réussite, ça se provoque. La chance, c'est le hasard. Ouais. La chance, c'est si j'étais arrivé comme ça sans avoir jamais entraîné de ma vie. Tu prends, tu viens, tu t'assois. Voilà, tu t'assois, tu gagnes et puis... Bon, mais il faut avoir un peu de réussite. Quand t'apprends, championnat s'arrête. Les championnats s'arrêtent, mais c'est pas tout de suite la décision de on stoppe tout. On fait une pause. À l'époque, en 2020, c'est annoncé. On dit on fait une pause. On dit pas que tout de suite que les résultats sont entérinés. Il y a eu plein d'appels, mais il y a eu des discussions dans les catégories de foot amateur. Moi, j'étais dans un club qui était en National 3 avec le Racing. On loupe la montée alors qu'on est très bien. Dans deuxième, il y a que les premiers qui montent en National 2. Enfin, mais il y a pas tout de suite la décision. D'abord, c'est pause. On n'est pas sur le blackout total. Est-ce qu'au fond de toi, tu te dis j'espère que ça va s'arrêter comme ça en monte que ce soit pas juste une pause, mais honnêtement, qu'ils éteignent la télé. Honnêtement, oui. mais tout le monde pense. À part les équipes qui étaient malheureusement en position de relégable. Eh oui. Mais là, tu te dis ça. Oui. Il y a combien de temps entre les deux ? Je pense qu'il y a facilement 1 mois et demi. C'est le. Il prolongeait toutes les semaines. Je me souviens de ce moment. Tout le monde s'en souvient. Il prolongeait les confinements. Bon, on a encore une semaine. On a encore. Maintenant, il y a ça qui change. Alors, au-delà du foot, c'était une période très difficile et c'était bien plus important que le foot, évidemment. Mais comme on est sur ce thème-là, et oui, il y a. À quel moment tu te dis, ce serait bien qu'ils arrêtent tout là ? Tu penses tout de suite ? Tout de suite, parce que je me doute bien quand même, tout le monde se doute bien que, même s'ils vont pas annoncer que ça va s'arrêter pour plusieurs semaines, que ça va pas juste s'arrêter pour 3 jours. Donc, assez vite, tu te dis, ça serait mieux que ça reprenne pas dans la situation dans laquelle on est. Bien. Parce que, et puis à un moment, tu sais pas ce qui va se passer. On était dans une bonne dynamique, mais tu t'entraînes plus collectivement pendant 1 mois et demi. Quand ça reprend, il y a plus beaucoup de repères. Personne ne les a d'ailleurs, et donc tu sais pas trop ce qui va se passer. Donc oui, égoïstement, tu regardes juste l'endroit où tu es, et tu te dis bon, allez, c'est mieux si ça s'arrête. Et quand ça s'arrête ? Et quand ça s'arrête et que c'est annoncé, bon, forcément, on a un peu d'infos que probablement ça va se terminer et que si ça se termine, Lens remonte en Ligue 1. Bon, je me dis que c'est une bonne nouvelle. Voilà. Après, j'avais pas de certitude. Moi, dans mon contrat, il y avait pas de. Je faisais les 12 derniers matchs et l'idée c'était. T'étais pas sûr d'aller en Ligue 1 ? Non, j'avais pas de. Je me souviens plus de ça du tout. J'ai très vite été rassuré par mes dirigeants, par le président, par Arnaud, par Flo Gidolfi, par Arnaud Pouille, par le président Gourlian, assez vite, mais il y avait pas d'obligation, en tout cas dans mon contrat, c'était pas marqué monter en Ligue 1, prolongé, quoi. Ah d'accord, j'avais pas cette info-là. Je pensais que c'était normalement toi tu assurais la fin de saison. J'assurais la fin de saison, exactement. Et il y avait si on monte, j'ai la prolongation, j'ai un +1 au moins. Non, c'était pas du tout stipulé. La discussion, c'est pas parce que on monte que je serai l'entraîneur, mais c'est pas parce que il n'y a pas monté que je ne serais pas l'entraîneur. D'accord. Voilà, fallait voir comment ça fonctionne avec les joueurs, et donc, mais après assez vite ils m'ont dit non, mais tout le monde souhaite que tu gardes l'équipe. Voilà.
Tu chantes les corons dans ta tête? Je le chante. Ou la lançoise? Je chante pas dans ma tête, mais par exemple, les corons, je revenais toujours, parce qu'en fait, dès que les joueurs commencent à réapparaître, ça part, les corons. Moi, je faisais toujours en sorte de pouvoir être debout à côté de mon banc de touche pour pouvoir écouter les corons pendant 1 minute 30. Toujours. Ouais, ça, c'est spécial. Bah oui. C'est des moments qui... Je sais pas. Quelque part, ils sont rares, faut en profiter. En fait. Faut en profiter. C'est tellement dur, en plus, comme métier. Je parle dans cette pression du résultat. Ouais. Tu as parlé tout à l'heure, on peut pas toujours profiter d'un bon moment. T'as gagné, mais bon, on rejoue dans 3 jours, on rejoue dans 1 semaine, on est dans le sprint final, on a gagné, et j'ai un suspendu pour le prochain match, ou j'ai un joueur qui a une petite douleur derrière. En fait, vous êtes jamais tranquille, les coachs. Jamais. Bah, c'est parce qu'on n'y arrive pas. Il y en a peut-être qui arrivent, d'ailleurs. Je pense que ça, c'est le secret de la... Tu penses qu'il y en a qui arrivent? Expérience? J'espère. Voilà. Mais c'est pas simple. Moi, j'essaye, mais j'y arrive pas toujours. Parce que t'es toujours en train de penser au coup d'après, quoi. Ça, c'est sûr. C'est pas voilà, je dis toujours, c'est pas un métier difficile ou... Enfin, voilà, il n'y a pas de particularité physique ou... Enfin, bref, on se retrouve personne. Mais tu l'as toujours en tête, quoi. Voilà. T'es jamais tranquille. Tu cherches toujours ou tu réfléchis toujours. Ouais. L'exemple que je donne, c'est que j'arrive pas à lire un livre dans la saison. Tu vois, un roman, j'arrive pas à le lire. Parce qu'en fait, je lis 3 pages et le cerveau, il se rebranche sur quelque chose. Donc j'attends l'été pour lire les bouquins, quoi. Ou alors les pauses, quand j'ai des pauses. Et qu'est-ce que tu fais quand t'as... au bout de ces 3 pages, t'es de l'école qui note, qui a sur son téléphone la prise de notes aussi. Ouais. T'es quel... Bah, quand je note, c'est bien. Ouais. Le pire, c'est quand tu notes pas, quoi. Et que t'as oublié, après, t'as juste la tête qui est prise et que tu notes rien. Et ouais, ça m'est arrivé plutôt de l'ancienne école. Donc, mais maintenant j'ai quand même mes notes beaucoup de notes sur mon portable. Tu dictes? Tu fais des audios, toi? Non, j'écris plutôt. Ouais. J'écris plutôt. Mais ça m'est arrivé de me lever à Lens. Là, j'ai des fois de me lever dans la nuit et puis c'était pas toutes les nuits, hein, mais ça m'arrivait de me lever, d'aller sur le petit bureau qui était sorti de la chambre et puis d'écrire 2-3 trucs. Et c'est quoi, une idée de compo, une idée d'exercice? C'était une causerie. Ouais, ça pouvait être une idée sur la causerie, ça pouvait être des associations de joueurs, ça pouvait être différentes choses. Pas trop sur les exercices. Mais ouais, c'est plutôt causerie ou joueur ou... Voilà, c'est plutôt ce sens-là, ouais. Lens, c'est particulier parce qu'il y a ce truc-là avec le public. Il y a de toute façon ce public-là et cette ferveur-là. Et puis, vous êtes une équipe, je dis bien vous êtes, je dis pas tu as une équipe, je dis vous êtes une équipe de fous. Joueurs et d'hommes, souvent on dit le groupe vit bien, ou il faut qu'il y ait un groupe d'hommes, et on aura le temps de parler de noms précis, d'hommes précis, mais t'as dû vivre humainement quelque chose qui est incroyable. Quand vous remontez, peut-être à part les Lillois, tout le monde est heureux de voir Lens en Ligue 1. Ouais. Je le dis avec beaucoup de sourire, parce que et la rivalité est très bonne, les derbys c'est génial, et tant mieux qu'il y ait cette rivalité-là, mais tout le monde est content de voir Lens. Et je ne sais pas si vous n'avez pas utilisé cet engouement. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas remonté. Ouais, je pense que ça nous a servi. Cet élan. Ça a servi le club, ça a servi le groupe, ça a servi l'équipe. Ça, c'est sûr. Ça a donné une énergie. Voilà. Alors, bien sûr, un groupe de joueurs, et même quand il y avait évidemment, chaque fin de saison, tu as des départs, tu as des arrivées. Mais ce qui avait été créé... voilà, il y avait une force, quoi. Il y avait une force. Qui sont ceux qui tirent cette force, ceux qui les premiers, on va dire cadres, les premières saisons, et pour certains ils le sont toujours. Il y a Flo, Sotoka, il y a Jo Gradit. Pour ça je dis qu'ils le sont toujours. Il y avait KU.
Il y avait Yannick Cahuzac, il y avait Jean-Louis. Jean-Louis Lécart, qui est toujours au club en tant que directeur sportif. Donc voilà, ça c'est. Et puis après, au fur et à mesure. Ça se matérialise comment quand tu parles de cet élan, de comment il tire ce groupe? Qu'est-ce qu'il crée à l'intérieur? Au-delà des qualités de joueurs. Hein, oui. On va pas les effacer, on se voyait régulièrement pour échanger avec eux dans mon bureau, pour remonter des informations d'un côté et de l'autre. Pour qu'ils soient vraiment moteurs. Et après, c'est à l'entraînement, leur façon de toujours chercher à pousser, à les gagner, à amener les autres avec eux. Des leaders, quoi. Des gens qui sont exemplaires sur le terrain, qui ont aussi du caractère avec leur personnalité à chacun. Et et au fur et à mesure, il y a d'autres qui sont d'autres sont arrivés comme Seko, Fofana, comme Brice, comme Facundo, comme Kevin Danso. Tu vois, un joueur comme Facundo, par exemple, dans le recrutement, il faut que ça colle foot, mais il faut que ça colle dans le groupe. Sauf que Facundo Medina, il y a des inconnus. Oui. Au-delà du joueur, quand tu recrutes des joueurs, il y a toujours des inconnus évidemment. Mais là, on est sur une autre nationalité, une autre langue, un autre continent, un autre football, et puis un mec un peu barré, quoi. Mais tellement bon en plus. Mais ce qui est fou, c'est que tu le connais? Moi, c'est Alex qui est d'ailleurs au Stade Rennais, qui pendant le Covid, il était analyse vidéo, mais il était aussi un peu sur le recrutement. Et pendant le Covid, en fait, Flo Gildolfi lui demande de scanner tout le championnat argentin. Voilà. On avait du temps, en fait, et donc, il scanne, et puis à un moment, il présente à Flo, lui, il dit, pour moi, il y a un joueur, qui était jeune encore. Et donc, je sais qu'il plaît beaucoup à Flo, puis après, Flo me dit, il faut que je te montre un joueur, là, parce que... Et là, quand je le regarde, je me dis, oh, putain, il avait déjà le short. Mais en fait, tu croyais qu'il avait 30 ans, il en avait 20, 19. Il jouait comme un vieux briscard, mais qui envoyait. Et il parlait déjà. Ah, bah oui. Et donc on s'est battu pour le recruter. Mais là, pour le coup, moi, j'ai pas fait de visio avec. C'était juste à voir le joueur. Mais tu connais pas son caractère. Tu peux le deviner. Non, tu le vois quand même sur le terrain, son caractère. Qu'est-ce qui t'interpelle en premier? C'était la gouaille. C'est après un pied. Ah oui, c'est pour ça que je vais sur l'homme. Le pied gauche. Dur sur l'homme aussi. Et vraiment, moi, ce que j'ai, au bout de quelques minutes de vidéo, après je l'ai regardé un peu plus longtemps, je me suis dit, mais ce mec-là, il a 20 ans, mais tu crois qu'il joue comme un mec qui a 28 ans, quoi. Donc tu te dis, là, il y a quelque chose. Et puis après, en fait, quand il arrive, sachant que pendant longtemps, il parle pas français. Voilà. Et il arrive à comprendre et tout. Mais en fait, sans parler français, et finalement, en comprenant une partie, mais c'est comme s'il avait été là depuis toujours. Voilà. Dans le rapport avec les autres. Dans le rapport avec les autres, t'as des fois des gens, ils sont faits pour être à certains endroits. En tout cas, il est fait pour être à beaucoup d'endroits. Mais à Lens, ça a matché très très vite, quoi. Et un mec comme Seko Fofana? Et Seko, lui, c'est pareil, parce qu'en fait, quand on dit... on peut peut-être faire Seko Fofana, qui avait quand même une grosse expérience, qui sortait de 4 ou 5 saisons en Italie, à l'Udinese. Je veux dire, on peut c'est surprenant, hein, de se dire, Lens va aller sur Fofana. Ouais, on remontait. Et puis si, on peut le faire. Voilà, et Seko, il arrive avec à la fois beaucoup d'ambition et en même temps beaucoup d'humilité. Mais c'est ce qu'il est d'ailleurs. Voilà. C'est un mec qui est ambitieux, qui a une vraie personnalité avec une belle ambition, mais saine, mais en même temps beaucoup d'humilité. Voilà. Et d'ailleurs, il était aussi fait pour vivre ces moments-là avec le Racing Club de Lens. Il en est devenu le capitaine à un moment.
Mais c'était. Puis nous, on s'est rappelé. Parce que lui, en formation, il était à Lorient, quand moi j'étais à Rennes, donc on s'est rappelé des. Vous avez joué un peu l'un contre l'autre. L'un contre l'autre. Et il piétinait déjà les adversaires comme je mettais 3 joueurs dessus. L'année, tu tombes sur un joueur, je dis bien piétiner. J'ai commenté des matchs, je l'ai vu faire des matchs, mais toi, tu les as vécus du bord du terrain. Ouais. Où je me disais, mais c'est un bulldozer. Et puis, pas maladroit avec ses pieds. Sûr. Et, tu vois. Puis il a amené, c'est pour ça que je dis, il fait partie des joueurs qui sont plutôt discrets, mais c'est par l'exemplarité, par rapport à ce qu'ils font, qu'ils amènent les autres avec. Voilà. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus fort que de parler, en fait. Quand tu fais et que ça suit. Et voilà. C'était exactement ça, capable de, jusqu'à la 94e, 95e, même quand ça commençait à être dur, d'en remettre une couche, quoi. Marquer des buts à la 90e à Nantes, le ballon enveloppé à Reims, contre Lille. Enfin, j'ai plusieurs souvenirs. Et en coupe contre Lille. En coupe contre Lille. Je me souviens. Égalisation de 2. Avec souvent revenir de la gauche vers l'intérieur. Il y en a pas un contre Toulouse ou à Toulouse. Je sais pas pourquoi j'ai une image mais en tout cas de revenir intérieur, Là, tu fais une visio, tu dis que tu fais pas avec Medina, mais pas spécialement sur Seco, ou ça peut être sur Seco, mais qu'est-ce que dit un coach quand il appelle un joueur qu'il veut recruter? D'abord, c'est connaître un peu la personne, voilà, parce que le joueur en général je le connais. Ouais. Voilà, en tout cas le club l'a étudié, les scouts, la cellule de recrutement, etc. Et moi à un moment, donc le joueur je le connais, donc bien sûr qu'on parle de ses qualités, de comment on le voit dans le club, dans le système. Bon, voilà, montrer tout l'intérêt qu'on peut avoir. Et puis après, c'est quand même essayer de sentir, même si c'est qu'une visio, de sentir qui on peut avoir en face de nous. Les centres d'intérêt, la vie de famille. On va au-delà du foot. Oui, j'aime bien savoir. Si d'où il est originaire, si sa famille, s'il a des enfants. L'objectif, c'est pas qu'il y ait que moi qui parle, quoi. C'est aussi ça l'objectif. T'es déjà sorti d'une visio ou d'un coup de fil où tu dis là, on n'ira pas? Très rarement. Mais c'est déjà arrivé? Ouais, très rarement, mais c'est déjà arrivé ou pas on n'ira pas, mais parce qu'on est quand même persuadé, la plupart du temps, à la fois persuadé des qualités du joueur, la plupart du temps quand même, on sait que humainement, mais c'est arrivé que je me dise ou qu'on se dise, parce que souvent ça arrive que je la fasse seul, mais des fois on l'a fait avec le directeur sportif aussi. Parfois il peut y avoir l'agent du joueur, des fois c'est des visios à 4, mais parfois c'est des visions à 2. Mais à 2, je me suis jamais dit ça, mais des fois quand il y a plus de monde, ça m'est arrivé une fois ou deux de me dire, et d'ailleurs ça c'est à chaque fois pas fait, mais parce que le joueur peut avoir aussi d'autres sollicitations, mais tu sens pas une envie folle que en tout cas l'envie elle est pas tout à fait partagée de la même manière, quoi. Donc vaut mieux pas que ça se fasse quand c'est comme ça d'ailleurs, et puis c'est pas grave. À Lens, vous retournez en Ligue des Champions, finissez 2e, pas loin du tout du Paris Saint-Germain. Certains disent s'il y a 2-3 journées de plus, on aime nous raconter ces choses-là, mais quelle fierté déjà ça doit être de tenir tête au PSG, de ramener le Racing Club de Lens en Ligue des Champions, de vivre une saison comme celle-là. Quel moment tu as préféré au Racing Club de Lens? Un match, une performance, un classement? Il y a plein de moments, ça va être pas facile, très compliqué de choisir. Peut-être une période? Alors, il y a une période qui est, on va dire une période, parce que des matchs comme ça, il y en a vraiment plein. Mais une période, c'est un sentiment qui est assez rare, c'est l'année donc on finit 2e, on se qualifie pour la Ligue des Champions. Toute la fin de saison,
je sais pas, les 10-12 derniers matchs au moins, je pense. Je vois l'équipe et j'ai le sentiment de te dire, mais on va gagner. Avant le match. Toi, ça t'arrive pas souvent, ça. Ça t'arrive jamais, même. Profite. Ouais. Tu dis, non, mais on va gagner. Voilà. Et on se le dit pas, hein, mais tu sens. Et d'ailleurs, je pense que cette saison-là, il faudrait regarder, mais je pense que sur peut-être les 10 derniers matchs, j'ai pas le chiffre en tête, mais je pense qu'on a presque tout gagné, sauf la confrontation au parc, où on a Salis très vite dans le match qui se fait expulser. Et vous êtes loin d'être ridicule pendant le match. Ouais, mais on prend 3. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, je pense que quelque part, il y a de notre part, je dis de notre part parce que quand Salis se fait expulser, c'est au bout d'un quart d'heure. On avait pourtant très très bien commencé. Et je me dis, je vais faire rentrer un autre milieu défensif pour garder du poids dans le cœur, parce que c'était quand même notre joueur d'équilibre, Salis, dans le 3-4-3. Et je me rapproche, on discute, il y a Seko, je sais pas s'il n'y a pas un autre joueur. Et puis, en gros, je l'interroge un peu, mais non, mais on va le faire, ça va le faire comme ça. Et dans ma tête, je me dis, ouais, mais oui, ça va le faire comme ça. J'ai hésité à faire le changement, je l'ai pas fait, mais j'aurais dû le faire. Parce que finalement, c'était... Donc là, on a... Je dis on, mais moi, et on s'est peut-être vu un peu trop fort, là. Et ça nous a... En tout cas, on a perdu le match. Et j'ai eu le regret de pas faire les changements, parce que j'ai fait 2 changements à la mi-temps. Avec Junior Onana et avec Flo Sotoka qui est rentré, de mémoire. Et de les faire rentrer un petit peu plus tôt. Ouais. De pas attendre parce que vous prenez les buts rapidement. On prend un but autour de la 30e. Après le rouge, c'est sur Hakimi ou Vitinha. C'est pour moi, c'est sur Hakimi. C'est sur Hakimi, oui. Je me souviens de l'action à l'entrée de leur surface de réparation. Il sort le chasser un petit peu, comme ce que vous faisiez. Ouais. J'aime bien quand tu dis joueur d'équilibre de Salis Abdoul Samed. Il y avait une stat avec Lens. C'était sur le nombre de fautes que vous faisiez à la perte de balle et la fameuse faute, alors on n'a plus le droit de dire intelligente, je crois, la faute tactique, mais t'avais Seko Fofana et Salis Abdoul Samed qui étaient 2 mecs qui faisaient le petit tirage de mots. Ça vaut pas jaune, ça énerve tout le monde. Flo, Sotoka. Attends, faut que tu m'expliques pourquoi tu fais cette grimace. Non, je fais pas cette grimace du tout, mais dans le contre-pressing, si tu le fais, il faut engager. Et des fois, quand tu engages, tu peux être un peu à la limite. Mais il vaut mieux être un peu à la limite plus qu'à la limite moins, parce que sinon, tu te fais transpercer. Hein. Donc, je leur demandais pas de faire des fautes, mais c'est ce que j'allais dire. Mais je leur demandais. Mais tu regrettais pas quand ils la faisaient pour avoir coupé la transition. Faut accepter. Maintenant, faut dire. mais quel bonheur. Là, c'est vraiment pour le coach, mais de vivre cet état de grâce, cette plénitude, comme tu veux. On a commencé en disant, il y a très peu de moments où on peut profiter de moments de plaisir quand tu gagnes, évidemment, mais là, de se dire, putain, on est quand même dans un moment où on a ce truc, cette petite étincelle. Ouais, c'est... D'ailleurs, je pense que c'est dans ces périodes-là que j'ai dit que je pensais pas pouvoir être aussi heureux en tant qu'entraîneur en Ligue 1. Tu vois, parce que t'as quand même souvent plus de problèmes à gérer que de véritables bons moments. Mais là, c'était, je vais pas dire que tout était fluide, mais beaucoup de choses étaient fluides dans les relations, que ça soit avec les joueurs, staff, avec la direction, avec le club d'une manière générale. C'était d'une grande fluidité. Et tu te dis là, quand c'est comme ça, faut que tu dis profite quand même. Tu pars de Lens. Est-ce qu'à un moment, tu as regretté d'avoir quitté le Racing ? D'une manière générale, je suis pas trop dans les regrets, moi. Voilà. Est-ce que tu t'es dit, j'aurais peut-être dû faire autrement ou rester peut-être une de plus ? Non. Comment tu fais ce choix ? Comment tu prends cette décision ? La vérité, c'est que alors il y avait des choses qui bougeaient au club d'une manière générale. Je pensais qu'on avait quand même. Moi, j'avais fait 4 ans et demi à la tête de l'équipe première, 7 ans au club. J'avais vécu des choses complètement exceptionnelles et tu le mesures encore un peu plus avec le temps qui passe.
Et en fait, je m'étais juste dit un truc, je dis, mais je veux pas me faire virer de... Ça serait trop difficile de me faire virer de Lens. C'est ça que je me suis dit, en fait. Donc la décision, je l'ai prise à cause de... Finalement, il y a des plein de petits éléments. C'est-à-dire que quand tu te dis ça, tu trouves les éléments en plus. Oui. Voilà. Mais la vraie raison, c'est ça. Je veux pas être viré de Lens. Je peux accepter de me faire virer de tous les endroits du monde. Parce que quand t'es coach, bon, c'est notre réalité aussi. Mais avec ce que j'avais vécu, me dire un jour, tu vas faire tes cartons, j'aurais eu du mal à le supporter. J'aurais eu du mal à le supporter, je pense. Donc j'ai préféré faire mes cartons en décidant de faire mes cartons. M'occuper du changement avant que le changement s'occupe de moi. Donc c'est pour ça que je suis parti. Tu l'as annoncé aux joueurs ou c'était sorti avant, ils s'en doutaient un peu? Je pouvais pas l'annoncer aux joueurs parce que quand on finit la saison, ce dernier match d'ailleurs, on fait un nul contre Montpellier. Finalement, on passe 7e, alors qu'on aurait dû se qualifier pour l'Europa League. On se qualifie pour les barrages de la conférence. Bon, j'ai déjà ce bout d'inachevé. C'est le départ de Jean-Louis. Au dernier match, tu sais que tu pars? Avant le dernier match, tu sais que tu pars? À 99%. D'accord. Je te dis 99%, pourquoi? Parce que j'ai pas d'accord avec un autre club. Donc, je serais pas non plus parti pour sans rien, parce que je voulais. Mais à 99%, mon choix il est fait. Mais il y a ce dernier résultat, c'est le départ de Jean-Louis, donc il y a une fête pour son arrêt de carrière. Et donc moi je veux surtout pas d'abord gâcher ce moment-là, mais en même temps je suis très emmerdé, c'est un mot français, très emmerdé, parce que je sais que je vais vraisemblablement partir, mais je peux pas vraiment dire au revoir. Et ça c'est un moment qui est aussi difficile, parce que moi je sais à 99% que je vais partir, mais je peux pas dire au revoir. Alors j'ai eu la chance parce que le club m'a fait un beau cadeau, parce qu'ils m'ont... quand je suis revenu des vacances, on a fait un barbecue à Bollaert avec tous les salariés, et j'ai même pas pu dire un mot. Trop ému. Ouais, impossible. Tu vois, c'est un moment phénoménal. Mais j'ai pas pu dire au revoir aux gens. C'était dur. C'est comme ça. Je trouve ça magnifique, moi. Je trouve pas ça triste. Ah non, je trouve que c'est encore plus beau, là, aujourd'hui, maintenant, tu vois. Ouais. C'est pas triste du tout, mais c'était tellement de moments forts que c'était une partie de moi, quoi. Moi, je comprends cette émotion et je trouve ça magnifique. Tu l'as dit, on fait ça, on vit ça. Et même non, on fait ce métier-là. Oui, je pense. Je sais plus qui avait dit. Le foot, c'est la chose la plus importante. Des choses les moins importantes. Des choses les moins importantes. Je sais plus un entraîneur. Et je trouve que il a tout dit. Bah oui, tout dit. C'est bien sûr très important, mais une chose qui n'est que du jeu, quoi. Et finalement, on va revenir à ça. Et il faut revenir au jeu. Lens se termine et du coup Nice. Comment et pourquoi tu choisis Nice? Comment et pourquoi on choisit un club et un projet, globalement? Ouais, globalement. La mécanique, le raisonnement. Je suis en contact avec notamment 3 clubs français. Ah, il n'y a pas que Nice? Non, il n'y a pas que Nice. Dès la fin de la saison, il y a 3 clubs avec qui j'ai des... On te parle une fois que la saison est terminée ou ils envoient des petits hameçons un peu avant? C'est... 2 clubs sur 3, c'est dès que la saison se termine, et un club sur 3, qui est un club où j'avais déjà eu des contacts avant, qui me dit on prendra le temps de se parler après la saison. Donc ça, je sais qu'on prendra le temps, mais c'est tout. C'est aussi d'ailleurs pour ça que comme je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y a cette incertitude, parce que même si je voulais décider de mon départ, je savais pas vraiment quand et à quel moment et avec qui, donc il y a une incertitude. Et voilà, et après, comment ça se décide? C'est quand même une affaire
humaine, parce que je rencontre les gens. Après, dans les 3 clubs, il y a un des 3 clubs, je sais que ça va peut-être mettre beaucoup de temps. Il y a un des 3 clubs où il faut encore discuter, attendre. Et puis le rapport que j'ai à Nice avec Jean-Pierre Hiver et Fabrice Boquet que je rencontre sur Nice, il est très bon. Et très vite, ils me disent que ils veulent que ça soit moi et aussi que je m'engage assez rapidement parce que c'est comme les joueurs, si tu fais attendre, tu sais qu'il peut y avoir possiblement d'autres prétendants. Donc j'ai une décision à prendre, mais que je prends. À partir du moment où j'ai décidé de quitter Lens, je me dis de changer aussi de contexte. Pour le coup, là, le déménagement, il est encore un déménagement, mais tu vois où il y a un petit peu plus de soleil. Oui, voilà, un changement de vie un peu. Et, tu le dis aux enfants? Oui, qui sont grands. D'ailleurs, mon fils qui vient à ce moment-là au club avec moi dans le recrutement. Ma fille est au Canada depuis 4 ans et demi, 5 ans, donc mais forcément elle est au courant. Mais voilà, ça se passe. Mais c'est d'abord une histoire de feeling avec les dirigeants du club dans un premier temps. On demande des garanties de joueurs ou de profil de joueurs ou d'investissement? Non, je sais que à ce moment-là, les propriétaires du club ont déjà racheté Manchester et que c'est plus Nice n'est plus la tête de proue du projet. Le projet Ineos, à la base, c'est Nice. Tout à fait. Et puis la famille Radcliffe investit fortement sur Manchester United. Et là, il y a un vrai détachement. Oui, il y a un détachement qui met à ce moment-là, moi je mesure pas forcément. Je sais qu'il faut serrer les budgets parce que déjà les droits TV, c'est un contexte global. Voilà, ça on est au clair. Mais il y a quand même toujours des investissements. Il y a aussi des joueurs qui sont au club. Je sais que certains vont être vendus et que c'était prévu. Mais il y a quand même un noyau dur de qualité. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont très positives. D'ailleurs, même malgré des aléas dans la saison et notamment sur les blessures, on arrive à finir 4e et accrocher les barrages de la Ligue des Champions à la fin de la première année. Donc j'ai eu une saison. C'est bien de vivre une saison dans un environnement différent avec un contexte, oui, évidemment très très différent. Entre les 2 clubs, mais c'est hyper intéressant. Puis je découvre aussi plein de gens qui sont top, que ce soit dans le travail ou même dans la vie. Des joueurs des joueurs, des membres du staff, des gens du club, des gens qui travaillent pour la sécurité du club, et puis des Niçois que j'ai eu la chance de rencontrer pendant 1 an et demi et que je recroiserai ou que je reverrai parce que pour certains c'est des gens qui sont qui seront dans notre vie maintenant, c'est à coup sûr et qu'on reverra. Donc c'est on revient toujours à la relation humaine, de toute façon, aux relations humaines. Alors tout n'a pas fonctionné, mais je garde plein de très bons moments. Vous finissez quand même 4e, je vais revenir. C'est une bonne performance du côté de Nice. Je me souviens, j'avais fait le dernier match contre Brest. Vous gagnez 6-0, je crois que vous gagnez à la fin. Où vous arrivez largement à valider la 4e place. À quel moment tu sens quand même que ça se délite? Qu'il y a un truc qui se casse. Après, il y a d'abord l'aspect global du foot. Du foot français, qui fait que il y a déjà un recul, comme on l'a dit, par rapport à l'actionnariat, aux propriétaires qui souhaitent plus les mêmes investissements. Et puis là, il faut continuer à vendre, parce qu'il y a des économies à faire. Et donc on sait tous assez vite que le niveau de l'équipe va être différent.
Voilà. Tu vas peut-être pas te renforcer. Non, voilà, on va pas se renforcer. En plus, il y a plein d'aléas parce qu'il y a un certain nombre de joueurs. Je pense que c'est la première fois qu'il y a autant de joueurs qui passent pas la visite médicale sur du recrutement. Qu'il y a un certain nombre d'autres joueurs sur lesquels on avait ou bien avancé ou très avancé pour d'autres raisons où ça ne se fait pas. Donc, bon, tu te doutes un peu que ça va être une saison qui va être plus difficile. Voilà. D'ailleurs, on en avait parlé avec les dirigeants, je pense dès le mois de septembre. C'est un truc. Je pense qu'on va vraiment avoir une saison qui va pas être simple et on risque plutôt de jouer le maintien plutôt que l'Europe. Tu le sens tout de suite? Assez vite. Voilà, après l'échec de la qualification en barrage, c'est contre Benfica. Ouais. Ou c'est ça l'alerte ou c'est le début du championnat? On n'est pas prêt on n'est pas prêt quand tu affrontes Benfica qui sort de la Coupe du Monde des clubs. On n'est pas à ce niveau-là. Voilà, c'est tout. Faut le reconnaître. Sans rentrer dans toutes les raisons, il y a un certain nombre de raisons, mais on n'est pas prêt pour ce genre de match. Voilà, donc on perd les deux. Et puis, malgré tout, tout le monde a des attentes, tout le monde a des envies. Puis c'est une première. C'est un premier échec dans la saison parce que tout le monde avait envie de vivre ça, mais il faut reconnaître qu'on n'était pas au niveau de la Ligue des Champions, tout simplement. Et puis après, c'est difficile, on arrive un peu à réaccrocher, mais c'est quand même une période qui est assez difficile dans l'ensemble. Et tu vois que la saison va être difficile. Est-ce qu'on est encore sur du foot à ce moment-là? Ou est-ce qu'on est sur de l'humain, du management Pas pour la Champions, mais je parle pour la Ligue 1. Oui, on est toujours sur de l'humain, de toute façon. On est toujours sur de l'humain. Et quel levier tu utilises? Vous faites beaucoup de réunions. Tu parlais tout à l'heure des discussions avec les cadres de Lens. Ouais. Ils te faisaient remonter des choses. Toi, tu leur faisais redescendre des choses pour la communication, pour le lien entre le groupe et le staff. Là, on le fait aussi, mais ça répond pas de la même manière parce que simplement les hommes sont différents. Voilà, et puis je pense que voilà, il y a une forme d'agacement et notamment de mon côté parce que j'aurais aimé qu'on dise les choses. Voilà, nos moyens sont différents, la saison va être différente. Faut être prêt à peut-être à pas se battre pour l'Europe, mais qu'on soit dans ce mode-là et qu'on soit au clair. Et voilà, je pense que j'ai moi à la fois perdu de l'énergie dans ces combats-là et puis perdu de la lucidité aussi. Et ce qui fait qu'à un moment, j'ai déjà dit, mais je sais pas assez donné justement en termes de management d'éléments positifs pour aider suffisamment le groupe, quoi. Voilà. Alors, je prends pas tout, je prends pas tout, mais je prends ma part. Et moi, en tant qu'entraîneur, voilà, je pense que j'avais plus assez d'énergie positive, et c'est pour ça que les dernières semaines ou les deux derniers mois sont longs et difficiles parce que voilà, je suis pas dans le bon mood. Et comme il y a pas grand monde dans le bon mood, il y a un truc qui se casse. Ouais, il y a un truc pour toi et pas que pour toi. Non, pas que pour moi. C'est pour global. moi et pas que pour moi. Et ça a été surprenant, moi le premier, et notamment par quelque chose que je connais un peu, c'est la communication, le langage corporel, l'attitude. C'est la première fois, il y a eu des moments à Lens où t'as pas eu les résultats, où vous avez été moins bien, mais je t'avais jamais vu comme ça. Ouais. Tu vois, où je me disais, alors déjà il est agacé, mais je crois pas qu'il soit agacé ni par la question, ni par le match, mais il doit y avoir autre chose. On n'est pas, nous, dans ces secrets-là. Mais à un moment, ça s'est ressenti, pas cette usure, mais de se dire, là, c'est pas que mes choix tactiques ou que mon management. Tu vois, j'avais l'impression que ça te pesait. Oui, ça me pesait certainement. Ça c'est sûr. Après, tu peux pas. On est déjà amené à beaucoup parler.
et être beaucoup interrogé, etc. Mais voilà, tu peux pas non plus tout. Même si j'ai dit un certain nombre de choses, tout est pas bon à dire. Et oui, ça pèse, parce qu'en plus tu sens que ça va pas forcément bouger, quoi. Voilà. Tu te sens seul à ce moment-là? Tu te dis pas, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres personnes qui communiquent et qui disent, comme ce que tu viens de dire, on est sur une année de transition, on connaît le contexte, on voit l'équipe. Vous n'avez pas eu de chance, hein. Dante, Ndayishimiye, Abdelmomen. Abdelmomen et Ndayishimiye, ils se font les croisés la même semaine. Oui, exactement. Hein, voilà. Et il a repris 1 an après Ndayishimiye, Abdelmomen toujours pas. Donc, non mais, je me souviens de ce mois d'avril terrible en 2025 pour vous. Donc, Bombito. Ouais, tu vas. En fait, t'as tes 4 défenseurs centraux qui ont fait la saison précédente. T'en as plus un quasiment, puisque t'en as quasiment plus un sur la première partie de saison, quoi. Mais tu vois, ce message et cette communication, il y a beaucoup de communication et d'échanges avec le groupe. On peut pas parler avec des dirigeants et dire, mais ce serait bien qu'on dise ça, qu'on ait ce message-là. Ouais. C'est pas de se mouiller ou de dire, mais de se dire, on doit véhiculer ce message. Je suis peut-être très naïf, hein, mais je me dis, déjà par rapport aux supporters, avant de parler de l'extérieur, mais de se dire, voilà, c'est pas un manque d'ambition, mais si on est réaliste, on se dit quand même que là, on est plus à regarder derrière que jouer pour concurrencer le Paris Saint-Germain ou les 2e et 3e pour une qualif directe en Champions League. Moi, je pense que ça aurait été bien que ça soit clair pour le plus de monde possible. Tu le demandes ? À ce que les messages passent ? Oui. C'est des sujets que j'ai évoqués, ouais. C'est des sujets que j'ai évoqués. Après, voilà. Ça s'est pas forcément fait comme ça. Moi, j'ai passé ce message-là. Je l'ai passé plusieurs fois. Mais oui, ça aurait été bien que ça soit peut-être partagé, relayé. Les incidents extrasportifs entre des supporters et des joueurs après le match autour du bus, dans le bus. Est-ce que ça, c'est un déclic ou tu le prends comme une péripétie et un événement dans la saison, ou est-ce que ça te fait mûrir ta décision en se disant je peux pas rester sur ça? Ouais, c'est pas qu'une péripétie. Ça. Oui, c'est pour ça que je mets. Non, mais c'est l'incident, l'événement. C'est un élément fort supplémentaire du moment qui est déjà pas simple et qui évidemment rentre dans ma réflexion. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est des moments que je pense que personne n'a envie de vivre. Voilà, et qui devrait pas être vécu, qui est de la déception, qui est voilà. Mais le football, enfin le sport, il y aura toujours des équipes qui finiront championnes et il y aura toujours des équipes qui auront des difficultés et des équipes qui descendront. C'est le sport. On n'est pas dans une ligue fermée. Et comme il faut apprécier les bons moments, il faut aussi accepter des moments qui sont plus difficiles. Alors, je pense qu'il y a des manières de l'exprimer. Ça, il y a pas de. Voilà. Sauf que là, on est dans la violence. Je recontextualise. Vous êtes après un match, vous atterrissez, et le bus doit ramener les joueurs au centre d'entraînement pour que chacun récupère sa voiture et reparte. Sauf que là, vous êtes accueillis par des supporters. Certains montent même dans le car. Oui, c'était plutôt les responsables pour expliquer le fonctionnement, mais et ils demandent aux joueurs de descendre, de passer. Tout le monde est descendu. C'est violent. Ça a secoué. De toute façon, il y a des garçons qui en sont partis. Hein, Terem Moffi, Jérémy Boga. Voilà, les messages, on peut entendre des messages, mais voilà, cette façon-là, non, c'est pas comme ça qu'on va les entendre. Est-ce que tu as eu peur? Non, sur le coup, non, parce que pour le coup, moi, ça c'est, je suis sorti le premier, ça c'est, j'ai pas eu de problème. J'ai discuté un long moment avec un certain nombre, mais
Mais a posteriori, en fait, tu sais pas ce qui peut se passer quand il y a autant de monde. Enfin, des fois, ça peut basculer en un rien de temps. Et c'est plus a posteriori que on s'est tous dit d'ailleurs. C'est pas que moi, qu'on s'est tous dit bon, eh ben, ça aurait pu être pire. Voilà. Comment se décide ton départ ? Comment il se décide au final Jean-Pierre, le président River, reprend la main Monsieur Cohen. avec Maurice Cohen quelques jours avant le dernier match de Coupe de France, avant la trêve. Voilà, donc Jean-Pierre qui était mon président la saison précédente, avec qui j'ai des très très bons rapports. Donc il me dit bon, on fait ça ensemble, coach, on va se battre pour le maintien. Et là, les choses Lui, il le dit. Elles sont claires. Et c'est important de le dire. Donc ça part comme ça. Je dis ok. Voilà. Et puis il y a ce dernier match. Donc on bat Saint-Étienne en Coupe de France au stade. Et moi je pars en vacances. Et puis là. Bon, il avait su et je lui avais dit que moi c'était difficile, j'étais vraiment usé, que je sais pas si j'aurais assez d'énergie parce qu'il y avait toute une deuxième partie de saison à faire et qui était pas simple. Donc voilà, et en fait il laisse passer quelques jours et puis il m'appelle. Il m'appelle simplement et on échange. Et petit, j'ai vu que c'était pas facile. Et je lui dis oui, je vous le confirme. Et puis on discute un quart d'heure, 20 minutes, et il me dit et si et est-ce que ça peut être la bonne solution si on trouve un accord. Je dis je pense que pour moi c'est sûr que c'est une solution que j'ai déjà envisagée, donc je peux continuer à l'envisager. Tu n'avais pas envisagé de démissionner. Je me souviens J'avais envisagé de démissionner. Mais tu avais dit, je ne démissionne pas. Parce que à ce moment-là, je pouvais pas laisser, pour le coup, on parlait d'indemnité, tout ça, mais pour le coup, je démissionnais sans rien. Je l'avais vraiment en tête. Mais à ce moment-là, je pouvais pas laisser le groupe, le staff, les joueurs, non, je pouvais pas partir de cette manière-là. Donc, par contre, à ce moment-là, dans la discussion, je pense, pour le club aussi, qu'il y a besoin certainement d'avoir une énergie plus forte pour mener à bien les 5 derniers mois, et que en l'état actuel des choses, si je suis honnête, il m'en manque. Donc on discute et puis après on se met vite d'accord. Et du coup, c'est ta première période. Alors j'ai une question très importante. Pendant cette période d'inactivité, tu as lu quoi comme livre ? Alors parce que c'est pas possible quand tu coaches, tu as dit. Tu peux faire que 3 pages. Donc j'en déduis que... J'ai relu un peu de Pagnol. Ah, d'ailleurs. Lequel ? J'ai relu Château de ma mère, La gloire de mon père. La gloire de mon père, que j'avais pas lu depuis. Voilà. Très bien. J'ai relu un peu de Pagnol. J'ai relu un livre, le titre m'échappe, sur Marseille. Le titre m'échappe. Enfin, c'est un roman, un très très beau roman sur les hommes qui tombent. Le titre m'échappe. Et j'ai lu un 4e bouquin que j'ai plus en tête. 4 déjà quand même. J'en ai lu 4 pendant petite. Et encore, je les ai lus je les ai pas lus au départ. Je les ai lus en. Tu t'es pas fait le conte de Monte Cristo. Non. Je vais revenir fort. Non, mais je voulais en lire d'autres. Bon, et puis finalement. T'as coupé complètement ? T'as réussi à couper complètement ? T'as voyagé ? J'ai voyagé. Je suis allé voir. Enfin, nous sommes allés voir notre fille au Canada. D'ailleurs, j'étais au Canada quand le Stade Rennais m'a contacté. Là, c'est la famille qui doit être
je sais pas si c'est le mot content. Ton épouse, elle doit se dire, bah là, peut-être que c'est bien une pause, qu'on profite. Oui, bah tout le monde pensait que c'était bien. J'ai eu des contacts assez vite, d'ailleurs pour certains, qui étaient des très bons contacts, mais qui étaient trop vite, trop rapides, et il fallait que je... La Tunisie ? Oui, entre autres. Ça arrive vite, la Tunisie. Après la Coupe d'Afrique des Nations, celle qui joue au Maroc. Exactement. T'as hésité ? Oui, j'ai hésité parce que c'était la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde. Ah oui, c'est la Coupe du Monde. Tunisie, qui est un très beau pays. J'ai un certain nombre d'amis tunisiens. Et donc, oui, ça m'a... Pays de foot, référence dans le foot africain, habitué de la Coupe du Monde, habitué de la Coupe d'Afrique des Nations, avec un vivier, avec peut-être des facilités par rapport à la langue, par rapport à des ponts qui peuvent exister entre eux et la France. Ça m'a fait hésiter. Puis, comment pareil, qu'est-ce qui te fait dire non ? D'abord, ça mettait un peu de temps, parce qu'il fallait que tout le monde soit aligné. Ensuite, l'idée, c'était quand même de repartir pendant l'été sur un projet club quand même. Plutôt. Toi, tu te dis, je vais... À ce moment-là, en tout cas, de ma carrière, c'était plutôt quand même de repartir sur un projet club l'été. Et il y a eu quelques questions qui se sont posées en se disant, si tu pars pour quelques mois avec la sélection, si ça se fait, est-ce que derrière, les clubs vont se dire, bah oui, mais là, il est en poste, il est en sélection, et donc... tout ça a fait que, au bout de 7-8 jours de discussion et de réflexion... Là, t'as arrêté de lire et tu t'es réveillé la nuit parce que tu pouvais à ce moment-là, t'es allé gratter des noms de composition d'équipe. Exactement. C'est vrai. T'as regardé des matchs de la Tunisie. Oui, j'ai regardé des matchs, j'ai regardé j'ai fait un petit peu. D'accord. Oui. Ça tourne tout le temps en fait. Ils t'ont pas laissé te reposer trop. Non, parce que c'est arrivé vite début janvier. Et la perspective de la Coupe du Monde. Et puis pour un gamin, tu sais, je jouais dans ma chambre quand j'étais tout petit, je jouais avec les équipes des Coupes du Monde, tu vois. Ta première Coupe du Monde, c'est quoi ? Vraiment celle que j'ai commencé à suivre, c'est 78, c'est en Argentine. Avec Kempes. Voilà, exactement. Et la victoire contre les Pays-Bas. Exactement. Donc l'Argentine. L'Argentine, mais d'ailleurs mon joueur, j'adorais l'Argentine. Aussi. Le maillot. C'était le bleu et blanc. D'ailleurs, c'est un des premiers maillots que mes parents m'ont offert. Donc, et puis, tu sais, les papelitos. Voilà, les papelitos. Merci. Papelitos qui tombaient du ciel quand moi j'avais 7 ans. Donc, c'était, voilà. Donc, ça, c'est pour après, les gros souvenirs, c'est de la Coupe du Monde. Vraiment beaucoup plus présent, c'est celle d'après, 82 évidemment, mais toujours des grosses dégaines en 78. L'Argentine, là, les shorts, ils avaient un Argentin, un mec avec looké, avec une balafre. Exact. Mais j'adorais Kempes, moi. Kempes, c'est buteur. Kempes. T'as pas voulu aller marquer des buts quand tu jouais, par contre. Non. Petit, j'en marquais un peu, mais après. Et après, t'as fur et à mesure, je me suis éloigné du but. Donc c'est la Coupe du Monde, quoi. C'est ça, en fait. Et c'est des souvenirs communs à tous, tu vois. Tu l'as dit. On en parlait tout à l'heure. On parlait du football amateur, mais tous ceux qui ont joué au foot. L'Argentine, nous on a fait des France-Brésil. Voilà, c'était France-Brésil. Après, moi je suis de 82. Ma première vraie Coupe du Monde, c'est 90. J'ai vraiment regardé, mais moi, mon père, c'est le Brésil, c'est le France-Brésil de 86, le quart de finale. Donc tu vois, quand tu parles des matchs, c'est le France-Brésil. Et puis 98, donc c'est plutôt simple d'être attaché à France-Brésil. Mais et donc la Coupe du Monde, quoi. Tu peux entraîner, coacher la Coupe du Monde. Bon, donc avec un pays plutôt sympa en plus. Non, bien sûr, c'est vrai. C'est pour ça que ça m'a fait. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait hésiter. Et puis, voilà, ça s'est pas fait. Je vais évidemment regarder ce que la Tunisie va faire aussi pendant la Coupe du Monde avec Sabri. Sabri Lamouchi, qui est sélectionneur. Et puis peut-être qu'il y aura une autre chance une autre fois. Et puis comme je le dis, pas de regret parce que c'est comme ça. Et quand Rennes te contacte ? Quand Rennes me contacte, il s'est passé un peu de temps, même s'il s'est passé finalement que 50 jours entre mon départ de Nice et mon arrivée à Rennes à peu près, quelques jours près. Mais bon, 50 jours,
C'est bien, hein, déjà. Hein. Tu commences à t'ennuyer ? En tout cas, je me dis que si j'ai une opportunité, voilà, je sais que j'ai retrouvé de l'énergie, que c'est ce que j'aime. Voilà. Ouais. Malgré tous les moments compliqués ou les difficultés du métier, c'est ce que j'aime. Vous aimez vous faire mal, mais parce que vous avez le retour et cette petite émotion, ou cette énorme émotion, quoi. Parce qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui te manque, quoi. Donc, puis après, Rennes, c'est un club où j'ai vécu 6 années, avec plein de choses que j'ai pu apprendre, et des belles rencontres aussi. Donc, c'est aussi un clin d'œil, quoi, de pouvoir y revenir en tant que ça fait presque évidence. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, mais il y a plein de choses qui font évidence puis qui n'arrivent jamais. C'est donc, pas mal. Mais là, voilà, c'était une belle opportunité. Et je suis, voilà, j'ai pas hésité. J'ai raccourci mon séjour québécois de quelques jours. Mais j'avais quand même pu profiter de ma fille. Donc, je suis pas parti au bout de 2 jours. J'ai pu rester une grosse dizaine de jours. Donc, et puis, c'est reparti pour d'autres aventures. On verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, je suis très heureux d'être ici. Il y a des joueurs là aussi, hein. Un petit peu de foot. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Il y a un effectif qui est assez compact, mais il y a beaucoup de qualité, avec des joueurs qui sont très à l'écoute, ça bosse bien. Bref, faut qu'on arrive évidemment à se lâcher totalement, parce que voilà, il faut toujours se lâcher totalement. On peut pas il n'y a pas de retenue à avoir. Ça va être un peu ça le challenge, mais en tout cas les premières semaines se passent bien. C'est quoi le fameux choc psychologique d'un nouveau coach? On emploie des mots, je sais même pas vraiment ce que c'est exactement. Je suis pas sûr que tout le monde comprend complètement ce que c'est le choc psychologique. Alors il y a des nouvelles dynamiques. Des fois des cartes peuvent être distribuées, mais des fois ce sont les mêmes joueurs avec d'autres attitudes. Ça appartient aussi aux joueurs. Maintenant, c'est ce que toi tu vas apporter, ce que tu vas... Au-delà de la tactique, hein. Je vais même pas sur le plan du jeu pur. Hein. Non, mais alors, ce qui compte, c'est que quand toi t'arrives comme entraîneur, que ce soit en cours de saison ou quand c'est la préparation, c'est toujours t'as un peu plus de temps. C'est un peu différent. Tu peux te poser. Voilà. Là, il faut être. Je suis arrivé 4 jours après, on jouait, hein, donc. Tu peux pas perdre trop de temps, mais en même temps, faut rester soi-même, parce que je pense que c'est quand même ça c'est ça le plus important. Tout en restant soi-même, faut comprendre le contexte, l'environnement, pour t'intégrer à ce contexte et à cet environnement, et puis voir de quelle manière tu peux aider les joueurs. Voilà, sachant que tu as un match dans 4 jours et que t'es pas là pour tout changer, et tout, parce qu'il y a eu des choses qui sont construites pendant la saison et plein de bonnes choses, évidemment. Donc c'est voir ce qui fonctionne, qu'est-ce qui peut fonctionner d'encore mieux, et puis les choses qui marchent un peu moins bien, de voir si tu peux régler 1 ou 2 choses. On discute beaucoup en individuel ou on n'a pas le temps parce qu'il y a 4 jours? J'ai eu discussion au niveau des joueurs rapidement qu'avec les 2 capitaines et vice-capitaines, Valentin et Brice. Voilà, et après chaque semaine je vois il y a un groupe de joueurs, j'ai appelé, je cherche d'habitude peut-être toujours un peu les mêmes noms qui reviennent, donc les mêmes noms de groupe, tu vois, les cadres, les leaders, donc là j'ai cherché un peu pour trouver différents, puis j'ai mis le groupe du lien. Voilà, le groupe du lien. Ils sont combien dans ce groupe? 6. Et à qui? Alors c'est pareil, c'est un choix qui était... Qui choisit les joueurs? Moi au final, mais c'est aussi discussion avec
avec certains membres du staff qui étaient déjà là, de la direction, avec des discussions aussi que j'ai pu avoir avec un ou deux joueurs. Et puis après, je voulais. C'est pas simple parce que un ou deux autres auraient pu être dedans, mais dans ces joueurs-là. Il y a Ludo Blas, il y a Lidou, il y a Valentin, il y a Madi, il y a Brel, il y a Brice. Et on échange toutes les semaines. Voilà. Ce ne sont pas forcément tous des titulaires en puissance. Non, d'ailleurs, sur les premiers matchs, c'était 3 titulaires et 3 non titulaires. Ça c'était pas. Non, mais ça fait comme ça. Souvent, on se dit la facilité, c'est peut-être de prendre les titulaires qui commencent. C'est plus simple. Ouais, mais ce groupe se crée assez vite finalement. Mais ça permet d'avoir toutes les semaines. Et là, je mets. Alors là, trêve internationale, c'est un peu différent puisque il y en a certains sont pas là. Mais l'idée, c'est de les voir toutes les semaines. Et comme j'ai dit, des fois, ça dure. On parle de quoi ? On parle de la semaine d'entraînement, on parle du match passé, du match futur, s'ils ont des choses à me remonter, si j'ai des infos à leur faire passer. Des fois, je peux leur faire passer des infos avant que je les donne au groupe, d'avoir leur sentiment sur le match qui s'est passé, etc. Mais des fois, ça peut durer. 2 minutes, ça dure pas 2 minutes, mais ça peut durer 10 minutes, comme ça peut durer un peu plus. T'es dans ton bureau ? Oui. Comme j'ai un bureau qui est assez grand pour en tout cas les accueillir. Le centre d'entraînement Ouais, c'est un beau centre d'entraînement. C'est un très très beau centre d'entraînement. J'étais pas venu depuis pas mal de temps. Moi aussi. Oui, j'imagine. Non, mais c'est exceptionnel. C'est un très très beau centre d'entraînement. On est sur du très très haut niveau. Oui, on est sur de la vraie performance. Oui. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est l'intelligence dans la fonctionnalité. Les mouvements, tu fais pas de pas gratuits. Tout t'emmène sur un endroit qui est utile. Soit le vestiaire, la salle de soins, la salle de muscu, la pré-athlétisation, la préactivation, pardon, le terrain, tout est pensé. C'était très bien pensé. Et là, justement, les travaux vont se terminer dans les prochaines semaines sur toute la partie administrative et centre de formation. Donc là, l'outil de travail que les propriétaires ont offert au club est un outil de travail exceptionnel. La famille Pinault a un rapport, j'allais dire particulier, mais historique, tout simplement, avec le club. Tu dois avoir des différences par rapport à ce que tu as pu connaître récemment. Alors, tu les avais connus avant, évidemment, mais là, en tant que numéro 1, on a parlé des difficultés, des changements de direction, en tout cas d'ambition quand tu étais à Nice. Là, c'est une façon de faire différente, un lien plus ancré avec le club. Disons que, voilà, tout simplement. Ouais. Le temps. La grosse différence, c'est que ce sont des Bretons, des Rennais, des gens qui aiment leur région, leur ville, leur club, vraiment, voilà, parce que ils sont là depuis toujours, ils sont actionnaires, propriétaires depuis presque 30 ans, et ils ont un rapport affectif. Ils ont un rapport affectif avec, voilà, je le répète, avec à la fois le club, évidemment, mais aussi, voilà, la ville et plus largement même la région. Donc, ça compte. Et puis c'est sur du temps long, puisque M. Pinault a dit que c'était depuis 30 ans, en gros, mais que la famille espère que ça sera le cas pour les 30 prochaines années. Donc c'est vraiment du temps long même si le club a 125 ans, puisque ça a été son anniversaire récemment. Mais quand quelqu'un investit aussi durablement, voilà, c'est qu'il y a d'abord beaucoup d'affect, beaucoup de passion. Ça sécurise ? Je te dis ça avec en tête ce qui a pu se passer à Nice. Tu vois,
Moi, ça me sécurise pas moi, Oui, mais ça sécurise le club. la vision club et les ambitions, projet club, voilà, et les le projet ambitions. club. Voilà. L'entraîneur, de toute façon, il peut jamais être sécure, hein, tu sais. Donc, mais pour le club, pour le club, c'est une chance inouïe. On le mesure encore certainement plus au vu de la situation du foot français, d'avoir une famille comme ça derrière ou devant, comme on veut d'ailleurs. En tout cas avec le club, c'est une chance inouïe. Avant de te laisser, j'ai une petite série de questions qui sont intemporelles et plus personnelles, mais toujours avec l'homme et le coach et le rapport avec le foot. Quel est le joueur que tu as le plus kiffé entraîner? Oh là là. Que tu kiffes le plus entraîner? Ah, tu me poses une... Bon, je peux pas dire un joueur actuel, parce que d'abord... Ouais, on dirait c'est le fils du coach. Ouais, c'est ça. Non, alors... J'ai... Il y en a un que j'ai eu longtemps, enfin assez longtemps, oui, puisque je l'ai eu toutes mes années à Lens en Ligue 1. On en a parlé tout à l'heure, mais entraîner Facundo, c'était magnifique. Voilà, j'ai adoré. Mais il y a tellement de joueurs depuis que j'entraîne que j'ai eu la chance d'entraîner, que j'ai eu la chance de rencontrer. Il y en a plein, parce que je dis Facundo, mais quand t'entraînes des mecs, un mec comme Flo Sotoka, Joe Grady, enfin c'est une chance quand t'es entraîneur. Voilà, Ça va au-delà du foot, là. Ouais, ça va au-delà du foot. Tu parles de ces gars-là. Mais même, tu vois, je vais prendre un exemple. Neil El Anaoui, je l'ai eu que un an. Je l'ai eu que un an. Parce que ces exemples-là, je les ai eu 4 ans ou 4 ans et demi. Oui. Mais Neil, je l'ai eu que un an. Mais voilà, c'est une chance de. Il est arrivé de national à De Nancy. Nancy. Mais voilà, c'est quand t'es entraîneur et que tu as. Mais je te dis, je pourrais en citer vraiment beaucoup d'autres, parce que j'ai cette chance-là que j'ai eu en pro, et j'aurais pu prendre des exemples qui ne sont pas en pro, mais voilà, ça c'est des grandes chances d'avoir entraîné des mecs comme ça qui sont dans l'esprit collectif, quoi. Voilà, et qui sont de très très bons joueurs, voire mais qui sont dans l'esprit collectif. Et un peu barré pour Facundo Medina. Et un peu barré pour Facundo, gentiment barré pour Facundo. Des fois, tu l'as un peu observé pendant les matchs. C'est kiffant de commenter un match de Facundo Medina. Ouais. Faut pas le réduire à ça. Hein. Ah non, mais pas. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure, quand on a évoqué, quand tu l'as vu en Argentine, quand la cellule l'a vu en Argentine, que c'est un drôle de joueur. Oui, bien sûr. Voilà, avec toutes les qualités qu'il y a, mais on aime le foot pour ça, et on regarde le foot pour peut-être l'artiste, technicien, magicien, créateur, mais on regarde aussi pour des personnages bien comme sûr. Ça. Bien sûr. Et Facundo Medina en fait partie. Lui, il aurait eu sa place en 78 avec l'équipe d'Argentine. Ah oui, je pense qu'il aurait été titulaire. À côté de Luque, à côté de lui, il aurait couru un petit peu partout et il aurait ramené les ballons à Kempes. La fois où tu t'es vraiment mis en colère, parce que je sais que des fois les coachs, vous avez des colères pas d'acteurs, mais où vous êtes aussi dans un message à faire passer, mais quelque chose qui t'a vraiment mis en colère. Il y a eu 2-3 fois ou 3-4 fois sur les 4 années à Lens, pas très souvent, donc c'est pour ça que je m'en rappelle un peu. Il y avait un match à Montpellier, au Havre aussi, une fois. Pas beaucoup, mais ouais, c'est... En fait, quand t'es tellement habitué à ce que les mecs, ils donnent toujours, que finalement, quand t'as le sentiment qu'ils ont pas tout mis, c'est voilà. Donc, j'ai pas été très très souvent en colère, vraiment en colère, mais voilà. Montpellier, je crois que j'en avais mis une couche à la mi-temps et une couche à la fin du match. Ah oui. Et on n'avait pas perdu, hein. On avait fait match nul, je crois. C'est la dernière journée. Non, pas. C'est pas celui-là. Non, parce que ça, c'était à Montpellier. Non, la dernière journée, de toute façon.
Quand c'est la dernière journée, il n'y a plus rien à dire de toute façon. Quand c'est fini, c'est fini. Déjà que quand un match est fini, j'aime pas me mettre en colère. Ouais. Parce qu'en plus, souvent, tu dis des conneries. Hein. Même si ça peut être utile une fois de temps en temps pour réveiller tout le monde, mais après les matchs, après les défaites, d'une part, je parle pas beaucoup après les matchs au groupe. Voilà, quelques mots, mais faut éviter de voilà, vaut mieux prendre un peu de recul, analyser un peu. Et puis on se parle 48 heures après. Je pense que la plupart du temps c'est mieux. Mais oui, ces deux exemples-là, parce que de temps en temps ça fait du bien. Bon, ça fait pas de mal. Quand c'est de temps en temps. C'est ça. Ta plus belle causerie, où là tu t'es dit, j'ai été bon. C'est un exercice qui me pose pas de problème. Maintenant, il faut. Je suis pas embêté avec ça, ou je suis pas stressé avec ça. Après, c'est plutôt de te dire quelle est l'importance véritablement des causeries pour chacun des joueurs. Moi, elles sont assez courtes. Pendant combien de temps ils écoutent? Ouais, combien de temps tu as leur attention? Moi, c'est des causeries, c'est donc celle d'avant-match, la dernière, on va dire. Moi, je l'ai chronométré jusqu'à maintenant. Ah oui? Pas moi qui chronométrais. Et tu veux pas dépasser? Ouais, je voulais juste savoir si j'étais dans 10 minutes, il faut que ça soit le maximum, avec la partie tactique, avec la partie... On est dans celle à l'hôtel, au moment de la collation et de celle au stade, dans le vestiaire? Alors en fait, la plupart du temps, celle de l'hôtel, c'est la dernière. Tu n'en fais pas dans le... J'en fais pas dans le stade. Là, l'autre jour, je l'ai fait dans le stade parce que de temps en temps, faut changer un peu. Mais c'est la dernière. Donc elle est ou à J-2 à l'hôtel, ou quand c'est au stade, elle est plutôt à H-2 et H-1 quand c'est au stade, plutôt. Mais après... des fois, tu dis je fais des causeries où certains, d'ailleurs, membres du staff ou parfois des joueurs, mais ça me dit elle a été bien, mais enfin c'est pas parce qu'elle est bien que tu vas gagner le match. Hein. L'importance du coach. J'ai l'impression que quand les équipes, et souvent les entraîneurs le disent, quand l'équipe gagne, c'est les joueurs, quand l'équipe perd, c'est le coach. C'est pas un peu facile? Non, c'est pas... Il y a quand même des fois où vous agissez, non? Oui, mais bien sûr. Mais même si tu agis à 5%, c'est déjà très très bien. T'es dedans. C'est déjà très très bien. Tu fais partie des joueurs. En tout cas, des gens qui ont compté dans le match. Qui ont compté. Maintenant, moi, je dire que... Voilà, que le coach, dans le bon ou dans le mauvais, alors parfois on est plus inspiré, parfois on fait des mauvais choix, mais que voilà, faut relativiser toujours, Et puis je suis quand même plutôt d'accord, même si on a un rôle comme chaque membre du staff, comme chaque membre de la direction, comme bien sûr qu'on a l'entraîneur, il a un rôle, bon, évidemment, mais laissons le jeu aux joueurs. C'est pour ça que tout à l'heure, on revient à notre conversation. Comme avec les petits. Avec les petits. Bien sûr qu'il y a des principes à donner, qu'il y a des formes de cadre de vie presque qui doit être respecté par tout le monde, ou en tout cas, faut être assez entraînant, faut fédérer, etc. Il y a plein de choses. Mais laissons le jeu aux joueurs quand même, et c'est bien comme ça. T'as déjà eu un fou rire pendant le match? Fou rire pendant le match, des sourires, des fous rires. Allez, gros sourires. C'est arrivé, je l'ai pas en tête, mais non, c'est quand même plutôt un moment, qui est, il y a quand même de la concentration, il y a, voilà, donc fou rire, non, mais un
moment de sourire, oui. Mais il n'y en a pas 50 quand même. Voilà. Ouais, mes 2 dernières questions. L'entraîneur ultime. Tu peux prendre un truc de chacun d'autres coachs, de toi, comme tu veux, mais voilà, si tu devais choisir le sens tactique, le charisme, l'aura aussi, la façon d'être avec les joueurs, voilà. Oui, alors... Déjà, tu avais des inspirations en tant que coach? J'avais tu as j'ai eu, voilà. D'ailleurs, je l'ai dit quelques fois, mais je vais le nommer en dernier. Ça a même commencé d'ailleurs parce que petit, tu vois, l'équipe de France, Michel Hidalgo, je trouvais que c'était quelqu'un qui dégageait quelque chose avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de simplicité en même temps. Enfin bon, bref, j'aimais beaucoup. Mais après, Arsène Wenger, Gérard Houllier, Coco Suodo, voilà, à chaque fois il y avait tellement d'intelligence dans ce qui dégageait. Donc je disais, j'ai découpé souvent leurs interviews et j'avais un petit carnet, enfin un petit cahier avec les interviews. Quand tu as commencé ta carrière de coach? Quand j'ai commencé ma carrière de coach. Quand j'ai commencé. Voilà, dès qu'ils prenaient, voilà, qu'il y avait une interview sur eux, Mais après, l'entraîneur dont je vais parler, j'ai la chance de pouvoir échanger avec lui plutôt par SMS, et on se connaissait pas. Hein. Il m'a envoyé un message il y a quelques années, et puis depuis, c'est Reynald Denouex. Voilà. Et moi, j'adorais aussi, pareil, ce qui dégageait. Et donc, on s'était... Enfin, voilà. Et puis, je pense que j'étais à Lens encore. Oui, ça fait déjà 4 ans à peu près qu'on échange, de temps en temps. Et il m'avait envoyé un message sympa. Et voilà, donc on échange... C'est valorisant, quand même. Ah oui, j'étais très... Vu comment il a fait jouer ses équipes. Bah oui, Et donc, voilà, si je devais dire quelqu'un qui fait partie des gens inspirants, très inspirants, c'est Reynald Denouex. Merci beaucoup. Je le savais. Et je vais dire un truc, c'est pas un énorme secret, c'est pas très important. On avait échangé ensemble, entre les deux, justement. Entre Nice et entre Rennes. On aurait dû faire cet épisode plus tôt. C'était prévu, même très proche. On s'est parlé. Je vais aller à Rennes. Et tu m'avais dit, non mais on va quand même le faire et on va aborder les mêmes thèmes, on va parler de la même chose. Alors ça a mis du temps parce que c'est une question de timing, d'agenda. Mais tu l'as fait, tu as tenu parole et voilà, c'est très sympa de ta part. On est très content de passer ce moment avec toi et je sais que beaucoup de gens parlaient de toi parmi les personnes qu'ils voulaient voir dans Campo. Je pense que ces personnes-là seront pas déçues, donc merci beaucoup. Merci à toi et merci à vous. Et on remercie encore une fois Car Vertical pour avoir sponsorisé cet épisode. À très bientôt sur Campo, ciao. Au revoir.